À tout le monde. Bonjour à nos participants de ce midi-conférence où c'est Ariane Girard qui est la présentatrice, la conférencière. C'est un événement intitulé « Comment planifier l'implantation du rôle de gestionnaire de soins pour les personnes avec troubles mentaux courants ». Et Ariane fait partie de l'axe PGSSS, donc de la pratique à la gouvernance en santé, des services sociaux et de santé de l'UPLSS. Et en fait, Ariane, je vais vous faire une brève présentation avant de lui donner la parole. Ariane, elle est une jeune chercheure qui est présentement stagiaire postdoctorale à l'Université Laval. Ses travaux de recherche au cycle supérieur se sont intéressés à mieux comprendre comment favoriser la collaboration et les activités de gestion de soins par les infirmières pour les personnes avec des troubles mentaux courants, des maladies chroniques physiques aussi, en soins de première ligne, donc dans les GMF. Elle s'intéresse surtout à l'évaluation et à la valorisation des pratiques courantes pour soutenir les organisations de santé et les professionnels dans l'optimisation des processus de soins. Et ça, on le souhaite au bénéfice des personnes qui vivent avec une problématique de santé mentale. Donc là, ces travaux ont, entre autres, contribué à démontrer que l'accompagnement des milieux permet de tenir compte du caractère dynamique du niveau de préparation au changement et le niveau de préparation au changement des organisations et d'identifier des stratégies adaptées au contexte. Voilà la présentation officielle. Là, Ariane va nous faire ça d'une manière encore beaucoup plus conviviale. Merci beaucoup, Lise. En fait, ça introduit bien le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, là, je vais partager mon écran. Donc, merci à ceux là, qui sont présents aujourd'hui et à mes directrices aussi pour leur soutien. J'apprécie grandement. Donc, le projet qui se présente aujourd'hui est issu, en fait, de mes travaux de doctorat. Donc, j'ai eu la chance de travailler en collaboration là, sous la supervision, en fait, des professeurs Pascal Roberge, Edith Ellefsen et Catherine Hudon. Oups. OK. Excusez, moi, ça ne fonctionnait pas. Donc, je déclare aucun conflit d'intérêt et le projet a été financé là, par l'UPLSSS. Donc, à l'issue de cette activité, vous devriez être en mesure d'avoir une meilleure compréhension du processus de planification pour favoriser la mise en œuvre du rôle de gestionnaire de soins et du modèle de soins en collaboration pour les personnes avec des comorbidités de santé physique et mentale en GMF et également des facteurs contextuels qui peuvent influencer le processus de formulation de stratégies d'implantation pour favoriser la gestion des soins et les pratiques collaboratives. Donc, le plan de la présentation, je vous présente la problématique, la méthodologie, les résultats, les forces et les limites et une brève conclusion. Donc, la clientèle qui nous intéresse pour le projet, donc c'était les personnes qui ont des troubles mentaux courants, donc des troubles anxieux et dépressifs et des maladies chroniques d'ordre physique, donc maladies pulmonaires, diabète, maladies cardiovasculaires. Donc, on sait qu'environ 10 des Canadiens ont un trouble mentaux courant et que également plus de la moitié des Canadiens vont présenter au moins une maladie chronique physique. Il existe une relation bidirectionnelle entre les troubles mentaux courants et les maladies chroniques d'ordre physique. C'est-à-dire que autant les personnes qui ont des troubles mentaux courants que des maladies chroniques physiques sont plus à risque là, de présenter l'une ou l'autre des conditions. La relation qui existe entre les troubles mentaux courants et les maladies chroniques physiques engendre une détérioration de la condition de santé physique et mentale des personnes. Donc, les personnes qui ont un trouble mentaux courant et des maladies chroniques qui requièrent un suivi de leurs conditions de santé sont généralement suivies par des équipes de soins de première ligne. Les soins de première ligne ont un rôle majeur à jouer dans la prévention, la détection et la gestion des troubles mentaux et des maladies chroniques. Il est aussi recommandé d'organiser les soins selon un modèle de soins en collaboration. Le modèle de soins en collaboration, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça implique minimalement la présence d'un médecin ou d'un professionnel de première ligne, d'un gestionnaire de soins et d'un spécialiste en santé mentale qui travaille avec le patient à partir d'un plan de soins individualisé qui répond aux besoins des patients et qui s'appuie également sur les données probantes. Le modèle de soins en collaboration implique également d'autres composantes, mais ce qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de notre projet, c'est le rôle du gestionnaire de soins.
puisque c'est en fait, le gestionnaire de soins est au cœur du modèle de soins en collaboration. Il assure la coordination des soins et des services et prodigue également des soins à un ensemble de patients définis. Et ce rôle-là, dans la littérature, il est généralement joué par des infirmières de soins de première ligne en raison du fait qu'elles exercent des activités similaires aux gestionnaires de soins. Les principales activités de gestion de soins. Donc, le gestionnaire de soins est en charge d'assurer la détection ou le repérage des symptômes anxieux et dépressifs, d'assurer l'évaluation et la surveillance des symptômes et des traitements en cours du suivi, d'ajuster le plan de traitement, d'offrir du soutien à l'autogestion et de l'éducation psychologique et aussi d'assurer avec le patient d'élaborer un plan de prévention de la rechute, donc tout en travaillant en collaboration interprofessionnelle. Actuellement, au Québec, comme plusieurs d'entre vous le savez déjà, le principal modèle organisationnel de soins de première ligne sont les groupes de médecine de famille, donc qui offrent des soins et des services de première ligne. Les médecins de famille sont également les plus consultés pour des soins aux personnes avec des troubles mentaux courants. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a plusieurs enjeux à l'intégration des soins de santé mentale en GMF, dont le faible niveau de collaboration entre les différents professionnels pour la santé mentale des patients. En ce qui concerne le rôle de l'infirmière de GMF, bien, on sait qu'elle a un rôle important pour les personnes avec des maladies chroniques. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'elles sont peu impliquées dans la gestion des soins des personnes qui ont des troubles mentaux courants, à même le suivi de la maladie chronique. Donc, ce qu'on propose, c'est que l'adoption d'activités de gestion de soins par les infirmières nous apparaissait une solution prometteuse pour favoriser la qualité des soins aux personnes qui ont des troubles mentaux courants en contexte de soins chroniques. Donc, on sait qu'il y a un modèle de soins en collaboration et que le rôle de gestionnaire de soins issu de ce modèle sont des pratiques recommandées pour les personnes avec des troubles mentaux courants. Donc, c'est un modèle qui a été étudié à maintes reprises dans la littérature qui démontre une efficacité tant sur le plan de l'augmentation de l'adhérence au traitement, la satisfaction des soins reçus, la diminution du taux d'hospitalisation. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est peu implanté dans les GMF et dans d'autres provinces du Canada. Donc, on s'est intéressé aux principaux enjeux, en fait, qui pouvaient influencer la mise en œuvre de ce modèle. Donc, dans la littérature, qu'est-ce qu'on retrouve, en fait, c'est que, considérant que c'est un modèle de soins qui a plusieurs composantes, donc, et qu'il est complexe. Donc, il y a une variabilité de l'implantation d'un milieu à un autre. Et il y a aussi plusieurs facteurs qui peuvent influencer l'adoption du rôle de gestionnaire de soins. Par exemple, les compétences en gestion de soins, la collaboration entre les différents membres de l'équipe, le contexte organisationnel et également le système de soins de santé d'une façon plus globale, donc c'est-à-dire la disponibilité des ressources en santé mentale, la communication entre les différents services. Donc, les enjeux d'implantation concernent, en fait, dans les études d'implantation, ce qui ressort aussi, c'est l'importance, en fait, d'engager les acteurs clés au processus, tout au long du processus d'implantation, et aussi d'adapter justement le modèle au contexte. Par contre, dans la littérature, on avait peu de données par rapport aux activités de planification du processus d'implantation, c'est-à-dire la façon dont les stratégies sont formulées et la façon dont elles peuvent tenir compte du contexte. Donc, une partie, les stratégies de mise en œuvre, juste pour vous mettre un peu plus en contexte de qu'est-ce que ça veut dire. Donc, ce sont des méthodes ou des moyens pour favoriser l'adoption, l'implantation ou la durabilité d'une intervention ou d'un programme. Donc, les stratégies vont cibler des facteurs contextuels qui vont être susceptibles d'influencer l'efficacité d'une intervention. Donc, nous, on s'est intéressé dans le cadre du projet. En fait, c'est un sous-objectif de notre projet. Donc, c'était d'analyser l'influence des facteurs contextuels sur le processus de formulation des stratégies pour favoriser l'adoption du rôle de gestionnaire de soins par les infirmières. Donc, je vous présente maintenant la méthodologie. Le projet a fait l'objet d'une approbation éthique par le CER du 6 de l'Estréchu à l'été 2018. Donc, pour ce qui est du devis de recherche employé, on a réalisé une étude de cas multiples qualitative avec une approche d'application des connaissances intégrées, c'est-à-dire qu'on souhaitait développer un partenariat avec des acteurs spécifiques pour nous soutenir dans l'implantation du changement.
Les cas étaient le processus de planification menant à la formulation des stratégies à l'intérieur des GMF et nos unités d'analyse étaient la pratique infirmière et les pratiques collaboratives en GMF, ainsi que la formulation des stratégies. Aujourd'hui, je vous présente plus en détail l'unité d'analyse qui concerne la formulation des stratégies. Donc, les acteurs impliqués dans le projet, rapidement, qu'ils avaient différents rôles que vous allez découvrir là, à travers la présentation, mais brièvement, on a créé un comité consultatif pour soutenir l'équipe dans les prises de décision entourant le changement et aussi pour soutenir les milieux qui ont été impliqués. Donc, le comité consultatif était formé minimalement de 2 patients partenaires, de 3 chercheurs, d'un infirmier, d'un médecin de famille, d'un psychologue, d'un psychiatre et d'une conseillère clinique, d'un CIUS. En fait, pas minimalement, je veux dire, il était constitué de ces personnes-là. Et dans les groupes de travail, on avait aussi des groupes de travail locaux, dont chacun des GMF qui ont participé au projet. On avait aussi des patients et des cliniciens. Donc, pour ce qui est du recrutement des GMF, on a réalisé un échantillonnage intentionnel avec une certaine variation en termes de ressources et de pratiques, donc pour avoir des milieux qui étaient variés à ce niveau-là. Les gestionnaires d'un CIUS nous ont aidés à identifier des GMF qui pouvaient potentiellement être intéressés à participer au projet. Et par la suite, on a contacté les médecins responsables de chacun des GMF par courriel pour sonder leur intérêt. En ce qui concerne le recrutement des groupes de travail à l'intérieur de chacun des milieux, donc les groupes de travail, je vais vous en parler un petit peu plus tantôt par rapport à leur rôle, mais l'ensemble des cliniciens des GMF là, qui ont été ciblés ont été invités à participer. Pour assurer la faisabilité, on visait à avoir minimalement une infirmière et un médecin de famille, et les stratégies de recrutement pour les groupes de travail ont été adaptées d'un milieu à un autre. Pour ce qui est des cliniciens et des patients là, spécifiques, nos informateurs clés dans chaque milieu. Donc, notre échantillonnage s'appuyait sur, était intentionnel. Donc, on cherchait à avoir des cliniciens et des patients qui pouvaient répondre au mieux à notre problématique. Donc, toutes les infirmières des GMF et les professionnels qui sont impliqués dans les soins aux personnes, par exemple les travailleurs sociaux, psychologues, médecins de famille, infirmières praticiennes spécialisées. Et les patients ont été recrutés par les infirmières. Ils devaient avoir au moins une maladie chronique et un diagnostic de dépression et d'anxiété. Pour ce qui est des données qui ont été collectées, donc on a collecté différentes sources, donc des entrevues auprès des cliniciens, patients, infirmières, des observations non participatives de rencontres entre des infirmières et des patients. On a également récolté des documents pertinents en lien avec la pratique, par exemple là, des guides d'évaluation, des outils pour des formulaires de référencement vers un autre professionnel. On a également fait le compte-rendu des rencontres avec les groupes de travail et le comité consultatif. Les instruments de collecte, donc des guides d'entrevue qui, pour chaque type de participant, grille de description de documents et aussi des questionnaires pour des questions spécifiques pour des patients et des cliniciens pour décrire les caractéristiques. Donc, pour ce qui est du processus de planification, donc comment on est allé avec les milieux formuler les stratégies. On s'est appuyé sur un modèle, le modèle de Crowley-Wensing sur l'implantation d'un changement. Donc, on a particulièrement en fait utilisé les premières étapes de ce modèle-là que je vais vous présenter un petit peu plus en détail dans les diapositives suivantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce modèle-là, en fait, débute à la proposition du changement et va jusqu'à l'évaluation continue du changement. Mais comme je disais, nous, on s'est vraiment intéressé aux premières étapes. Donc, un petit peu plus en détail sur chacune des étapes. Donc, la proposition du changement qui a eu lieu quand même sur une période de 2 ans. Cette première étape-là vise à se familiariser avec les données actuelles. Donc, on a sur l'implantation du modèle, sur aussi l'adoption du rôle de gestionnaire de soins. On a également conçu des outils d'analyse pour analyser les pratiques, donc l'étape 2. Avec des outils qui étaient déjà disponibles, on les a adaptés. Et aussi, on a fait des rencontres avec les gestionnaires, médecins responsables, les professionnels et le comité consultatif pour venir clarifier là, notre proposition de changement et aussi sonder leur intérêt.
Pour ce qui est de l'analyse des pratiques, donc ça s'est fait de décembre 2018 à avril 2019, on a, en fait, suite aux données que je vous ai présentées, qu'on a collectées, ils nous ont permis de schématiser les processus de soins. Donc, à l'intérieur de chaque milieu qu'on avait recruté, on est allé voir les pratiques collaboratives et les pratiques infirmières. On a également analysé leurs activités professionnelles avec des tableaux, en allant voir pour chaque activité qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font, qui le fait. Pour ce qui est de l'analyse du problème, donc une fois qu'on a analysé les pratiques, on était en mesure de ressortir l'ensemble des facteurs qui pouvaient influencer là, en comparant avec notre modèle, en comparant ce qui se faisait dans les milieux. On était capable de ressortir des facteurs qui pouvaient influencer la réalisation des activités. On a fait une rencontre avec le comité consultatif pour leur présenter l'ensemble de notre analyse pour clarifier avec eux le problème et identifier aussi des stratégies potentielles. On a également réalisé une première rencontre avec les groupes de travail, donc d'une durée d'environ 90 minutes. Cette première rencontre-là, en fait, visait à leur présenter aussi les résultats de l'analyse des pratiques pour qu'ils puissent réfléchir eux-mêmes à voir où ils pouvaient s'améliorer. Donc, ils ont fait une réflexion en équipe sur leurs pratiques. On leur a aussi présenté lors de cette rencontre-là les recommandations qui avaient été émises par le comité consultatif et en mettant l'emphase, en fait, sur les recommandations qui avaient été faites par les patients partenaires et les patients également. Et c'est à ce moment-là aussi qu'ils ont identifié là, les premières stratégies à mettre en place. Donc, pour la suite, qui était la sélection des stratégies, développement d'un plan, donc c'est vraiment l'étape où on est allé prioriser les stratégies et les rencontres là, se sont faites d'un format variable d'un milieu à un autre. Je vais vous présenter un petit peu plus en détail par la suite les stratégies qui ont été priorisées finalement. Donc, pour ce qui est de notre processus d'analyse des données, donc comment on a procédé. Donc, on a fait la rédaction des histoires de cas pour les comptes rendus avec les groupes de travail et on a aussi, en fait, donc, on a analysé les histoires de cas. On a ressorti avec les entrevues qu'on avait faites. Donc, on a fait une analyse thématique du contenu. On a ressorti là, les principaux facteurs contextuels qui pouvaient influencer donc le processus de formulation des stratégies et en utilisant le cadre de référence, donc le CFIR. Et les observations et les notes au journal de bord ont été utilisées comme données secondaires. Pour ce qui est de l'analyse intercas, donc pour comparer ce qui se passait dans chacun des milieux, on a fait des matrices, en fait, là, pour ressortir les principaux facteurs qui pouvaient influencer. Finalement, la validation des données, donc avec les pairs, avec mes superviseurs et aussi une assistante de recherche. Donc, on a validé les résultats à la fin et aussi avec des théories du changement. Donc, pour ce qui est des résultats, donc, au total, on a recruté 3 milieux. Donc, le milieu 3 était sur 2 sites. Ils utilisaient tous, en fait, le même dossier médical électronique, donc le dossier Omnimed. En termes de patients inscrits, le milieu 1 et 2 avaient plus du double de patients inscrits que le milieu 3. C'était, en fait, pour le milieu 1 et 3, c'était des milieux universitaires. Donc, pour le nombre d'infirmières et pour le nombre de médecins de famille, était aussi plus du double en termes de personnel que le milieu 3. Pour ce qui est du milieu 3, le psychologue qui était présent, il ne donnait pas des soins directs aux patients, mais il était plus là pour le soutien à l'enseignement des résidents. Et pour le milieu 1, finalement, ils avaient accès là, à 2 psychiatres consultants. Donc, pour ce qui est des participants au groupe de travail, donc, comme vous pouvez voir, c'est assez similaire là, en termes de personnes pour le milieu 1 et 2. Donc, une infirmière avec une expérience en santé mentale, un médecin de famille aussi avec une expérience en santé mentale. Et il y avait une infirmière gestionnaire du CIUS qui était présent également. Et c'était la même là, pour le milieu 1 et 2. Pour le milieu 3, les participants au groupe de travail, bien, il y en avait un plus grand nombre aussi, avec plus de professionnels. Donc, on avait 2 infirmières, 2 médecins, une agente d'amélioration continue de la qualité, un travailleur social, un psychologue. Donc, ce
qui m'amène à vous parler aussi des participants et aux entrevues et aux observations. Donc, au total, les gens qui ont participé aux entrevues, on en a recruté en fait 33 participants. Donc, comme vous pouvez voir aussi, c'est assez similaire le nombre total d'un milieu à un autre. En termes d'infirmières cliniciennes, donc on a réussi, on est en mesure d'en recruter 13 et elles n'ont pas tous été en mesure de recruter là, un patient chaque faute de temps, mais quand même, le nombre de patients est similaire d'un milieu à un autre. Donc, ce qui m'amène à vous parler du résumé de la pratique infirmière et des soins. Bien, très rapidement, en fait, brièvement, je vais faire un petit topo de qu'est-ce qui se passait dans chacun des milieux. Donc, en comparaison, les principales activités, donc je m'appuie sur les activités là, qui sont issues là, du rôle de gestion de soins. Donc, pour le milieu 2, en fait, c'était pas mal le seul milieu où les infirmières, de façon plus uniforme, avaient un rôle dans la détection des symptômes anxieux et dépressifs et ils utilisaient des outils qui étaient validés. Également, elles s'étaient créées des guides d'évaluation pour la santé mentale. Il faut dire que dans ce milieu-là, les infirmières en fait, l'organisation avait créé une trajectoire spécifique pour les personnes qui présentent une problématique de santé mentale. Donc, dès qu'ils se présentent avec des symptômes, une détresse, peu importe, l'infirmière est présente pour faire une première évaluation. Dans les deux autres milieux, les infirmières étaient impliquées, mais c'était plus de façon informelle ou quand elles le sont, par exemple, dans le milieu 1, il y a une infirmière qui était très avancée dans sa pratique, il y avait pas, versus d'autres qui étaient moins à l'aise. Donc, c'était différent pour chacune des infirmières. Donc, l'ensemble des infirmières vont référer au médecin traitant. Les infirmières, lorsqu'elles vont détecter une problématique, les infirmières du milieu 2 vont assurer un suivi à court terme des patients, vont établir certains objectifs, elles vont s'impliquer là, avec les patients pour lesquels elles vont avoir dépisté une problématique. L'ensemble des infirmières vont être impliquées de façon ponctuelle dans la surveillance des traitements, dans la surveillance des effets secondaires, de l'état de santé de la personne. Elles vont aussi parfois participer là, à l'ajustement du plan de traitement pharmacologique en collaboration avec le médecin traitant et elles vont référer là, vers l'ETS ou la psychologue de la clinique lorsque pertinent à des organismes communautaires, programmes d'aide aux employés, aussi à des cliniques privées. La façon, c'est sûr, ça varie là, d'un milieu à un autre, là, les services et le niveau de collaboration. Donc, en gros, pour le résumé des pratiques, si vous avez plus de questions, je pourrais en parler un petit peu plus à la fin de la présentation, mais je voulais vraiment axer sur la formulation des stratégies. Donc, comment ça s'est passé et les facteurs, en fait, qui ont été abordés pendant la formulation des stratégies. Donc, pour le milieu 1, en fait, dans les premières rencontres, lorsqu'on leur a présenté, là, si je vous rappelle, là, on leur a présenté là, le résultat de comment ils fonctionnaient en termes de pratique. Donc, et on leur a demandé là, d'identifier des stratégies là, potentielles à mettre en place. Donc, plusieurs sujets sont ressortis, en particulier le fait que les infirmières étaient peu impliquées de manière variable dans le continuum de soins. Ils étaient également incertains si les infirmières avaient les connaissances suffisantes pour prendre soin des personnes avec des troubles mentaux courants, en fait, pour implanter le changement. Donc, dans les rencontres subséquentes, les stratégies qu'elles ont priorisées, c'était d'offrir et de développer une formation pour les infirmières. Et elles trouvaient aussi important, là, les personnes qui étaient présentes dans le groupe de travail, d'obtenir l'engagement formel de l'ensemble des infirmières, de développer une entente avec le CIUS pour s'assurer que les infirmières peuvent avoir du temps pour la formation, de s'informer sur la pratique aussi des infirmières du milieu 2, puisqu'elles savaient que les infirmières du milieu 2 avaient développé une pratique un peu plus avancée pour la clientèle avec des problématiques de santé mentale. Donc, clarifier les modalités de soutien clinique aussi qu'elles peuvent recevoir et leur offre de services et finalement d'intégrer graduellement le changement à leur pratique, donc de faire des tests avec un ou deux médecins avant d'accroître leur offre de services. Pour ce qui est du milieu 2, donc les éléments qui ont été abordés dans les rencontres pendant la formulation des stratégies, donc le fait que les infirmières étaient peu impliquées dans le suivi à long terme, mais plutôt dans la détection des symptômes et de la problématique. Et aussi, ils ont noté le fait qu'il n'y avait pas de description de la trajectoire de soins actuellement mis en place qu'eux avaient développé et du rôle que l'infirmière occupait présentement.
Ils étaient aussi incertains là, de comprendre comment l'infirmière pouvait être impliquée dans les interventions psychosociales. Elle se questionnait par rapport aussi à la faisabilité là, de mettre en place un changement en lien avec le ratio infirmière-médecin. Donc, est-ce qu'on a suffisamment d'infirmières pour faire un changement, pour prendre soin de cette clientèle-là, en plus des autres clientèles qu'on suit déjà? Donc, incertain par rapport aussi au fait si c'est leur responsabilité comme infirmière de faire le suivi à long terme, et aussi incertain par rapport si c'est une priorité pour tous les infirmières. Donc, les stratégies qui ont finalement été priorisées après la première rencontre dans ce milieu-là, l'infirmière qui était présente a jugé bon d'obtenir aussi l'engagement formel des autres infirmières, à savoir est-ce que c'est quelque chose qu'on veut faire, de mettre en place un changement dans nos pratiques. Et les infirmières ont plutôt suggéré de développer là, un guide d'orientation pour les futures infirmières embauchées en lien avec leur pratique à elles, puisqu'elles ne voyaient pas à court terme là, la faisabilité de mettre en place un changement dans leur pratique. Pour ce qui est du milieu 3, donc les éléments qui ont été abordés, en fait, rapidement là, dans le milieu 3, ce qui ressortait, c'est que les infirmières étaient peu impliqués aussi dans la gestion des soins. La collaboration pouvait être sous-optimale entre le travailleur social, le médecin et les infirmières. On avait aussi une incertitude par rapport à comment on intègre les activités de gestion de soins au travail des infirmières, l'instabilité du personnel infirmier, l'incertitude par rapport à la priorité d'implanter un changement. Donc, tous des enjeux qui ont été discutés. Pour ce qui est des stratégies priorisées pour ce milieu-là, donc ça a été un petit peu plus long, le délai là, de cette rencontre-là, puisqu'il y a eu un changement au niveau de l'équipe de gestion et les stratégies qui avaient été priorisées au début, là, en juin, ont été complètement revisitées. Donc, pour s'orienter un petit peu plus vers le changement de pratique de l'infirmière, je vous ai présenté seulement là, les stratégies priorisées. Donc, offrir une formation aux infirmières sur la détection d'une problématique de santé mentale, de clarifier les rôles infirmiers, de développer aussi un nouveau groupe de travail pour venir soutenir la clarification du rôle puis la trajectoire de service, et aussi de modifier les protocoles de maladies chroniques qui étaient déjà en place pour venir intégrer une notion de détection du dépistage là, des symptômes anxieux ou dépressifs. Donc, en gros, je vous ai présenté l'ensemble un peu rapidement, les facteurs qui avaient pu influencer la formulation des stratégies avec les groupes de travail. Maintenant, nous, dans notre analyse, on a aussi intégré l'ensemble des données. Donc, ce qui ressort, c'est que les facteurs contextuels qui ont été abordés selon 4 perspectives. Donc, la première étant l'écart entre les besoins des patients et l'accessibilité aux services externes de santé mentale. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail chacune des perspectives. L'environnement de travail et l'écart entre les activités actuelles des infirmières et les activités de gestion de soins. La perception de ses compétences individuelles et de l'intérêt des leaders à soutenir le changement de pratique, et la perception de la capacité du GMF à mettre en place un changement de pratique. Donc, ce sont à partir de ces 4 perspectives-là que les facteurs, en fait, là, se sont manifestés. Donc, la première, l'écart entre les besoins des patients et l'accessibilité aux services externes. Donc, la compréhension des cliniciens de ce que les patients s'attendent à recevoir comme service versus ce qu'ils reçoivent réellement par rapport aux soins en santé mentale a été un indicateur important pour valoriser le changement de pratique et de leur donner l'intérêt pour aller de l'avant. Pour ce qui est de l'environnement de travail et des pratiques actuellement en cours, donc, ce qu'on remarque, c'est que l'implication des infirmières dans les décisions entourant leur changement de pratique peut avoir un effet sur est-ce qu'elles se sentent concernées ou non par le processus de changement finalement, puisque en fait, il y a certaines infirmières et d'un milieu en particulier qui elles disaient qu'en fait, elles n'étaient pas nécessairement impliquées directement dans les décisions lorsqu'un changement est fait. Donc, peu importe, pour elles, elle s'était peut-être un peu plus indifférente par rapport au changement. Donc, pour ce qui est du climat d'apprentissage aussi, ça a pu influencer, c'est-à-dire la capacité, est-ce que les infirmières ont la capacité de pouvoir s'impliquer dans l'apprentissage de nouvelles choses? Est-ce que, en fait,
c'est que dans certains milieux, il y a surtout un milieu en particulier, les infirmières soulevaient que c'était peut-être pas le bon moment, puis d'avoir un nouveau projet en cours, considérant que ça compétitionnait peut-être avec d'autres projets. L'écart aussi entre les pratiques courantes et les pratiques recommandées, donc en fait, le niveau de collaboration, les activités, le niveau d'activité qui était actuellement réalisé par les infirmières pour la gestion des soins des personnes, les ressources disponibles en place. Donc, ça va influencer la perception par rapport à l'importance du changement. Par exemple, dans le milieu 2, où on avait une pratique un petit peu plus avancée, donc les infirmières ont moins ressenti la pertinence d'améliorer leur pratique, considérant qu'elles avaient déjà une pratique, somme toute, développée. Donc, la troisième perspective, donc la perception de ses compétences individuelles et l'intérêt des leaders à soutenir le changement de pratique. Donc, ça aussi, c'est des éléments qui vont venir influencer soit la valorisation du problème et la priorité relative de changer, et également, en fait, ça, surtout par rapport à la perception des compétences. Donc, ça va venir influencer la priorisation des stratégies, c'est-à-dire que dans chacun des milieux, ils ont quand même jugé bon que les infirmières aient les connaissances et les habiletés nécessaires pour prendre soin de la clientèle avant de faire un changement. Et les infirmières aussi, la perception en fait d'avoir le soutien des leaders locaux, c'est-à-dire des infirmières et des médecins responsables. Par exemple, dans un milieu, il y a des infirmières qui... en fait, il y a une infirmière en particulier qui faisait déjà des soins pour la clientèle. Donc, ses collègues pouvaient avoir un modèle, entre guillemets, et se sentaient soutenus par une collègue pour aller de l'avant dans le changement. Et aussi par rapport aux médecins responsables. Donc, est-ce qu'ils ont un intérêt pour le changement ou non? Donc, finalement, pour la perception de la capacité donc, à mettre en place un changement de pratique, donc, ces éléments-là ont été vraiment abordés par les groupes de travail et aussi visés par les stratégies. Donc, on se questionnait beaucoup à savoir est-ce qu'on a accès au matériel et à l'information pour intégrer le changement à la pratique. Donc, par exemple, c'est ça, est-ce qu'on a on sait comment faire pour intégrer les nouvelles activités aux pratiques actuelles? Est-ce qu'on a les ressources pour réaliser un changement? Donc, le temps, l'espace nécessaire pour travailler sur le processus de changement? Est-ce qu'on a aussi le soutien, l'engagement des acteurs clés qui pour nous soutenir? Par exemple, dans un milieu, on voulait avoir l'engagement de l'employeur pour offrir du temps pour la formation. Donc, par exemple, c'est des exemples d'acteurs importants qui doivent être impliqués pour que le changement, pour qu'on se sente qu'on a la capacité d'aller de l'avant. Donc, en résumé, en faisant l'analyse intercas, donc ce qu'on remarque, c'est que les facteurs contextuels vont influencer la formulation des stratégies à travers le niveau de préparation de l'organisation au changement, qui, elle, résulte par une tension pour changer les pratiques et par la perception de la capacité du GMF à mettre en place un changement de pratique. Donc, il y a des éléments qui influencent la tension pour changer les pratiques. Par exemple, la tension pour changer les pratiques, c'est-à-dire la valorisation, la valeur qu'on va donner au changement. Est-ce que c'est une priorité pour nous? Est-ce qu'on voit ça comme étant un problème à régler? Donc, l'écart entre les besoins des patients et l'accessibilité aux services externes en santé mentale va influencer cette tension-là. L'environnement de travail actuel et les pratiques en cours déjà aussi établies, et la perception de ses compétences individuelles et aussi l'intérêt des leaders à venir nous soutenir nos changements de pratique. Donc, ultimement, nous indique en fait le niveau de préparation de l'organisation au changement, et c'est à travers ça qu'on accompagne en fait les milieux que ça se traduit là, dans la formulation pour la formulation des stratégies finalement. Donc, les forces et les limites. Donc, rapidement, par rapport aux forces, on a utilisé des méthodes d'analyse rigoureuse, en fait, avec la validation avec les pairs, avec la théorie. On a utilisé aussi des cadres de référence, un cadre de référence reconnu pour faire notre analyse. On avait aussi 3 cas variés en termes de pratique. Pour ce qui est des limites, bien, au niveau de la transférabilité, pour la compréhension du contexte, c'est certain qu'on avait 3 cas, donc c'est assez, ça peut être limité. On aurait pu, en fait, là, avoir une approche, si on avait eu plus de cas, avoir une approche aussi quantitative
quantitatives, donc intégrer des données quantitatives pour aller tester là, certains liens qu'on aurait pu faire avec le contexte. Mais avec 3K, en fait, c'est une limite là, de notre étude. Donc, pour ce qui est de la validité des méthodes, donc mon double rôle que j'ai pu jouer, en fait, avec les groupes de travail et en fait, le fait d'être de moi-même m'impliquer dans les analyses. Donc, ça aurait pu aussi avoir un biais, mais on a pris des mesures là, pour atténuer ces biais-là. Par exemple, le fait de bien présenter mon rôle au groupe de travail. En fait, je leur ai laissé en fait fonctionner comme ils fonctionnent quand ils améliorent eux-mêmes leur pratique. Donc, j'étais plus là comme facilitatrice et aussi pour l'analyse des pratiques, en fait, les méthodes que nous, on a utilisées, ce sont des outils qu'on a développés. Mais les cliniciens, quand nous rapportaient leurs pratiques, eux ne savaient pas nécessairement, en fait, là, ne connaissaient pas tout l'ensemble des activités qui étaient impliquées dans le modèle de soins en collaboration et dans la gestion des soins. Donc, c'est notre interprétation de ce qu'ils font qui a résulté là, de l'analyse. Donc, c'est ça pour ce qui est des limites. Donc, en conclusion, la formulation des stratégies nous permet de considérer le caractère dynamique du niveau de préparation des organisations au changement et aussi de clarifier en cours de route les acteurs qui sont importants d'impliquer en fonction des stratégies qui vont avoir été formulées. Puis aussi, ça ouvre la porte sur un sujet à développer. Donc, en fait, sur un sujet là, à étudier dans le futur, donc qui concerne le besoin de développer et d'évaluer des interventions pour soutenir les organisations dans le changement des pratiques. Donc, merci pour votre attention.